pour ce Zoom est bien connu des téléspectateurs de TV Liberté. Il s'agit de Daniel Dory, le géographe, spécialiste notamment du terrorisme, auteur de nombreux ouvrages sur la question, qui participe notamment à la revue Conflit. Bonjour Daniel. Bonjour. Votre nouvel ouvrage paru en février, c'est Étudier le terrorisme aux éditions VA Éditions, collection Terrorisme. Il porte, comme son nom l'indique, sur le terrorisme et il donne une approche, disons, pluridisciplinaire, pluridimensionnelle de la notion de terrorisme. On va revenir là-dessus. Je ne vais pas commencer mon entretien comme à chaque fois en vous demandant la définition du terrorisme, elle viendra bien après. Mais je vais vous demander quelle menace terroriste pèse aujourd'hui sur la France, alors que les dernières attaques ont lieu fin 2023 à Arras, notamment près de la Tour Eiffel. Donc ça a été des attaques terroristes, pas des attentats d'ampleur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il pèse une menace terroriste sur la France? Et si oui, laquelle? Mais d'abord, il faut commencer par savoir que le terrorisme est une des possibilités dans un vaste répertoire de la violence. S'il y a des attaques de nature plus spécifiquement terroriste que l'on va qualifier de terroriste, c'est-à-dire pas l'action du déséquilibré dont on décide avant ou après qu'il est vraiment déséquilibré ou pas, l'acte terroriste est lié. Comme la définition, on peut déjà peut-être clarifier ce point, l'acte terroriste est fondamentalement un moyen de communication violent. Donc, tous ceux qui ont envie, besoin de communiquer d'une façon violente et qui n'ont pas d'autre moyen de le faire, peuvent recourir à des actions de nature terroriste, soit pour s'adresser principalement à l'opinion publique, soit pour s'adresser principalement au gouvernement, ou pour s'adresser aussi ou à des mouvances différentes auxquelles on laisse entendre que l'on est toujours dans la lutte. Donc, pour qu'il y ait du terrorisme, il faut à la fois que les victimes immédiates soient choisies de façon efficace pour porter le message, et il faut qu'il y ait des entités étatiques ou pas étatiques. Ça peut être un État qui, à la suite de quelques déclarations intempestives d'un chef de l'État dont on peut imaginer que ça peut se produire, énerve les dirigeants d'un autre pays en lui disant « Tiens, nous allons le calmer un petit peu et nous allons envoyer ou nous allons encourager un certain nombre d'amis un petit peu violents pour faire une action de façon à ce que le message suivant lequel on n'est pas content du tout puisse être perçu. » Donc, dans le cas de la France, vu l'état des relations internationales de la France, de la quantité d'alliés que la France a et de la quantité d'ennemis ouverts ou déclarés ou cachés, parce qu'il y a des gens avec qui la France n'est pas nécessairement en bon terme, mais qui ne le manifestent pas. Donc il y a toute une série d'acteurs, donc étatiques ou non étatiques, qui peuvent être amenés à recourir, ou pas, à cette technique. Le terrorisme est simplement une technique, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas une entité mystérieuse, c'est une technique à laquelle on recourt lorsque l'on a envie de faire passer un message. Et on choisit des victimes qui ont la capacité à transmettre. Exemple, les jeunes du Bataclan. Les jeunes du Bataclan, c'est l'État islamique qui transmet au gouvernement français son mécontentement du fait que la France bombarde l'État islamique en 2014. Et on va s'attaquer à des jeunes qui font la fête dans les 11e et 10e arrondissements, qui sont les 10e et 11e arrondissements dans lesquels le candidat Hollande, qui était le président à l'époque, avait eu ses plus hauts scores. Donc c'est un message qu'on transmet. Et c'est un message qu'on transmet à... Qui pourrait aujourd'hui être tenté de transmettre un message à Emmanuel Macron pour les Jeux Olympiques ou dans les mois qui viennent? Quelle entité pourrait être la plus susceptible d'avoir quelque chose à réclamer ou un message à faire passer à la France ou à ses gouvernants? Mais il y a une grande quantité d'acteurs qui considèrent que les positions de la France et de Macron en l'occurrence peuvent être susceptibles de générer des actes de ce genre-là. La position de la diplomatie macronienne depuis quelques années a la particularité
de contenter seulement l'État profond américain et même plus à l'heure actuelle les dirigeants israéliens, puisque la position sur la Palestine est quand même assez ambiguë finalement, vu la pression de la masse musulmane sur place. Donc il y a des tas d'acteurs, que ce soit on pense tout de suite bien sûr à des pays qui sont en guerre pratiquement ouverte, où on envoie des troupes sous forme de conseillers, etc. Et on peut concevoir que dans ces cas-là, il y a une certaine animosité. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir des groupes intérieurs qui sont organisés depuis longtemps et qui vont profiter d'un événement. Bon, on pense maintenant aux Jeux Olympiques. Hein. Pourquoi on parle maintenant des Jeux Olympiques et du terrorisme? Parce que dans la mesure où le terrorisme est un moyen de communication, les Jeux Olympiques sont un show communicationnel mondial. Donc il y a la presse du monde entier, il y a les touristes du monde entier, donc c'est filmé, et c'est pas seulement les journalistes qui viennent, c'est aussi les passants. Maintenant, chacun peut filmer, et donc ça va devenir une attaque. Pendant ces moments-là, deviendrait tout à fait virale. Et donc pas seulement par les moyens de presse, mais aussi par les quelques touristes qui ne se seront pas encore fait dépouiller de leur téléphone portable. Donc il y a une fenêtre quand même d'action, assez brève il faut dire, mais il y a cette action. Donc ça va devenir viral très vite. Donc ça fait que certains moments sont particulièrement... En contrepartie, pendant les Jeux Olympiques, il va y avoir un contrôle tout à fait particulier des zones qui sont à haut risque. Mais la mobilisation excessive de forces de sécurité dans les périmètres choisis vont aboutir à dégarnir d'autres endroits qui peuvent être assez proches. Et là, on crée du risque différentiel significatif. Ça, on a des expériences très claires qui montrent que lorsque l'on a comparativement peu ou relativement peu de moyens d'assurer la sécurisation d'un lieu, on le concentre dans les sites les plus exposés ou que l'on considère les plus exposés et on met beaucoup plus en danger d'autres endroits. Il est totalement impossible de savoir si cette fenêtre d'opportunité va être utilisée. Ce qui est certain, c'est que l'État français et la nation française, beaucoup plus encore que l'État français, sont soumis à une pression permanente, interne et externe, et souvent interne en relation avec des phénomènes externes, ça se voit avec l'affaire palestinienne très très clairement de nos jours, qui font que, dans certaines conditions, le recours à la technique terroriste est possible. Mais ça peut être des émeutes, mais ça peut être des assassinats politiques, mais ça peut être des tas d'autres formes, à commencer par de la criminalité. En revanche, c'est la partie faible qui a recours aux terroristes, généralement, puisque... Pas toujours la partie faible, ça peut être un État fort qui... On imagine mal quand même Israël qui est en guerre, faire un attentat en Occident, ça pourrait paraître étonnant. Mais parfois, des choses inimaginables ont lieu. Israël a fabriqué des groupes au Liban qui ont fait des attentats sous fond drapeau. Mais Israël, comme d'autres services, comme le service syrien, comme le service iranien, comme la CIA, comme le propre d'un service secret, on l'oublie trop souvent, est de faire des choses secrètes. Et parmi les choses secrètes que l'on fait, il y a parfois des méchancetés. Et les méchancetés peuvent être, comme les services français en Nouvelle-Zélande, faire sauter le Rainbow Warrior, qui était le bateau amiral de Greenpeace, avec un mort qui n'était pas du tout voulu, mais pas de chance, ça arrive. Et puis, mais c'est un acte quand même de nature qui ressemble beaucoup au terrorisme, hein. Donc c'est un service secret qui peut le faire sans grande difficulté intellectuelle. Donc c'est tout à fait possible que divers services, pour des raisons qui parfois sont très difficiles à comprendre quand on n'est pas dans les arcanes des relations entre les services et des relations internationales,
une petite attaque peut être un moyen de dire attention, on n'est pas content, ou ce ne serait pas une mauvaise idée de modifier votre position sur tel ou tel point. Et pour ceux qui reçoivent l'attaque, les choses sont généralement très claires. Ça a été le cas en France dans les années 80, dans les années 90. Dans les années 80, c'était les Iraniens avec des proxys qui étaient fort mécontents du fait que la France ne respecte pas les contrats nucléaires établis du temps du Shah d'Iran. Et dans les années 90, c'était la relation entre les services secrets algériens, les djihadistes algériens et l'État français. Et ça a été une relation à trois, les uns manipulant les autres, suivant des jeux très très compliqués. Mais pour les analystes des services français, par exemple, il y avait une très grande lucidité. Maintenant qu'on a les mémoires et que ces gens-là sont à la retraite et parlent plus facilement, il y avait une très très grande lucidité sur le fait que les coups venaient en même temps du GIA, donc le groupe islamique armé, et des services secrets algériens. Et aujourd'hui, pour revenir aux Jeux Olympiques ou aux mois qui viennent, il semblerait quand même que si on se réfère aux dernières années, les attaques viennent quand même plus d'organisations terroristes de type État islamique, Al-Qaïda, donc ça reste probablement la menace première, la menace principale. L'islamisme, il faut être très prudent quand on parle d'organismes comme l'État islamique ou Al-Qaïda, parce que ça donne une impression de structure pyramidale, etc. Et ça, c'est une erreur de raisonnement qu'en partie on doit à la militarisation de la lutte contre le terrorisme. Comme le terrorisme est fait par des entités qui sont visqueuses, on n'a pas affaire à des régiments d'infanterie prussienne. Hein. On a affaire à des nébuleuses dans lesquelles les individus passent d'une allégeance à l'autre, d'un territoire à l'autre, exactement ce que la France a connu au Sahel avec l'opération Serval, Barkhane, c'est-à-dire c'était pas des troupes organisées, c'était des petits djihad villageois, etc., à laquelle on n'a rien compris. Et alors la logique, quand on ne comprend pas l'ennemi, c'est de penser qu'il nous ressemble. Et lorsque des militaires imaginent un ennemi qui leur ressemble, ils ont une structure comme Al-Qaïda, un chef, des sous-chefs, des sous-sous-sous-chefs, puis des fifres, des sous-fifres et des soldats à pied. Bon, et les gens appartiennent à cette structure-là, et puis on lutte contre cette structure-là en faisant la guerre au terrorisme, ce qui est évidemment absurde. Dans la réalité, on a des nébuleuses djihadistes qui peuvent comprendre des organisations qui se font et qui se défont. Par exemple, l'État islamique, sur place, en Irak et en Syrie, est en très très mauvais état. Il y a des poches résiduelles, mais qui n'ont plus de capacité à agir. Mais par contre, il y a une structure qui est tenue en grande partie par les services occidentaux, qui est au Khorasan, c'est-à-dire schématiquement l'Afghanistan. Il y a un petit peu de Pakistan et un petit peu d'Iran, c'est la région historique du Khorasan. Et dans cette région-là, l'État islamique s'implante depuis 2015, et comme l'État islamique a été à l'origine une création largement encouragée, pas créée, mais largement encouragée par les services occidentaux, c'est-à-dire les gentils, et dans le but de contrer l'influence chiite iranienne et libanaise, Hezbollah, qui dérange Israël et la Syrie de Bachar el-Assad. Cet État islamique résiduel se retrouve au Khorasan. Au Khorasan, il est sous la bienveillance, sous l'œil bienveillant d'une série de services. Pour quelle raison? Parce que c'est un moyen de tenir les talibans. L'opération qui commence en 2001, après les attentats du 11 septembre, et on envahit, enfin, l'OTAN, les États-Unis, envahissent l'Afghanistan et va donner lieu à une guerre absurde avant de produire en 2003 la guerre aussi absurde que criminelle
en Irak. Et la lutte contre les talibans va commencer vraiment, effectivement, dans les années 2009, 10, 11, lorsque les talibans se remettent à fonctionner de façon efficace, avec en partie l'aide des services pakistanais, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et ce qui est important de retenir, c'est que lorsqu'il y a 2 ans, les États-Unis évacuent, dans des conditions épouvantables, évacue l'Afghanistan, il est bon d'avoir un contrôle sur place. On ne peut plus avoir des Marines, des GIs, il est nécessaire d'avoir... Donc on a ce que font la plupart des services et des armées, c'est-à-dire des supplétifs. Les supplétifs, c'est une vaste mouvance de gens qui luttent contre les talibans pour des raisons religieuses, pour des raisons ethniques, pour des raisons culturelles, pour des raisons de criminalité particulière, de concurrence criminelle en ce qui concerne l'opium, c'est quand même une région à opium, de la contrebande avec le Tadjikistan en particulier. Enfin, bon, il y a des tas de raisons qui font que les talibans n'ont pas que des amis. Et donc, il est facile d'avoir une entité que l'on va plus ou moins inventer et qui existe plus ou moins, visqueuse, une espèce de méduse qui, de temps en temps, absorbe des groupes, des familles, des clans, qui va être l'État islamique au Khorasan, qui fait des attentats à Kaboul, qui fait des attentats contre les chiites, mais qui va faire des attentats en Iran, très récemment, dans un acte de commémoration après l'assassinat du général Soleiman, et puis qui va faire l'attentat du Crocus à Moscou, puisque ce sont des Tadjiks qui vont aller sous la rubrique État islamique du Khorasan. Alors là, on a un exemple de la complexité des faits. C'est-à-dire, on a une nébuleuse qui est utilisée, et cette nébuleuse, on la trouve en France, on la trouve partout, où il y a une population musulmane pour ce type de terrorisme, qui est une toute petite fraction qui est susceptible de passer à l'acte. Il y a le noyau actif, c'est généralement 1000... on a l'évaluation, parce que l'on sait dans le cas français que l'on a des gens en prison, on a une radicalisation en prison, donc on peut les compter puisqu'ils sont en prison, enfin avant qu'ils s'évadent, et l'on a les gens qui sont suivis. Bien entendu, tous les fichiers S ne sont pas intéressants, ça va de soi qu'il ne faut pas les fichiers S ont produit des fantasmes journalistiques et des fantasmes politiques comiques, mais d'ailleurs il vaut mieux que les fichiers S soient traités discrètement, puisque c'est une source d'information lorsqu'ils se déplacent. Mais ça représente de l'ordre de quelques milliers d'individus. C'est-à-dire c'est très très peu. Mais la mouvance est beaucoup plus vaste. C'est des mosquées, c'est des écoles, c'est des lieux de différents trafics. Et elle peut être partielle, j'imagine, parce qu'il peut y avoir au sein de certaines institutions, même éducatives ou religieuses musulmanes, des gens qui partagent des idées qui pousseraient au terrorisme et d'autres qui seraient radicalement opposés, même un peu. Mais bien entendu. Oui. Mais bien entendu, et d'autres qui sont tout aussi radicaux. C'est pourquoi l'idée de radicalisation est une idée saugrenue, puisqu'on peut avoir des gens extrêmement radicaux en pensant qu'il est temps de mettre fin à la domination satanique de l'idéologie, du genre et d'autres choses. Enfin, je pense que des islamistes voyant le concours d'Eurovision ont quand même quelques idées qui peuvent ne pas être très sympathiques sur l'évolution de l'Occident, mais qui ne vont pas tuer une mouche, c'est-à-dire qui vont avoir cette idée-là et essayer de lutter par le prosélytisme, par la propagande, par la zakat, c'est-à-dire l'aumône, et la petite partie qui est susceptible de passer à l'acte est une partie qui n'est pas nécessairement radicalisée au niveau idéologique. Ça peut être des gens qui ont des conversions très rapides, qui ont des illuminations, qui ont par ailleurs une certaine habitude de la violence,
parce que c'est généralement ce que l'on a dans le profil habituel de ce type de passage à l'acte terroriste. On a des gens qui ont l'habitude d'utiliser des armes, d'avoir des caches, d'avoir des faux passeports. Un croisé du banditisme. Mais bien entendu, mais ce n'est pas parce que c'est une raison idéologique, c'est parce que ça donne des compétences. Le fait de savoir vivre dans la clandestinité n'est pas donné à tout le monde. Le fait de savoir se servir d'une Kalachnikov de façon convenable, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui ont une compétence suffisante et une toute petite partie de ceux qui ont ces compétences vont basculer vers des actes de caractère politique. C'est-à-dire le terrorisme. Mais, contrairement aussi à ce que l'on pense d'habitude, il y a beaucoup moins d'osmose et de fusion. Les hybrides sont peu nombreux parce que les délinquants ont une énorme méfiance par rapport aux idéologues. Parce que chacun sait que faire un braquage ou faire un acte violent, on peut tomber sur un juge du syndicat de la magistrature qui va considérer que finalement on est une victime de la discrimination et du racisme et donc on va s'en sortir bien. Par contre, si on fait le même braquage mais qu'on relève de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, là ça devient très très mauvais. Parce que là, on tombe sur une autre logique. Donc la même action va être qualifiée des frappes, et ça, ils le savent, donc ils sont d'une très très grande méfiance par rapport. Alors, où ça joue, c'est par les réseaux familiaux. C'est généralement des frères, des cousins, des grands-mères communes, etc. Et là, il y a dans certains quartiers cette osmose et la production de certains hybrides. Mais dans la mesure du possible, les deux niveaux, parce que pour les idéologues, les djihadistes, les islamistes durs, les criminels sont des gens pas fréquentables, parce qu'ils boivent de l'alcool, ils couchent de façon pas... Leurs filles sont généralement pas voilées, enfin en tout cas pas celles qui mettent sur le trottoir. Donc il y a une... Mais est-ce que ces nébuleuses terroristes ou terroristes potentiels en France, est-ce que l'État aujourd'hui est en mesure de faire face aux menaces que représentent ces nébuleuses ? L'État français. Oui, non, l'État français est en mesure d'avoir une idée à peu près correcte d'une géographie des différents processus de création de risques. Ça, sans doute. Parce que la gendarmerie fait son travail sérieusement, parce que la police fait son travail sérieusement. Donc, on est en mesure d'avoir une espèce de diagnostic, d'éléments de diagnostic qui est brut et qui n'est pas théorisé. Parce que les forces de police et de gendarmerie font un travail de terrain dans la mesure où ils peuvent encore rentrer dans certains lieux, mais enfin, beaucoup arrivent quand même à rentrer, font un travail de terrain, recueillent de l'information, mais ont beaucoup de mal à le traiter, à la fois pour des raisons scientifiques et pour des raisons politiques. Parce que les raisons scientifiques, c'est en partie pour ça que j'ai fait ce manuel qui est de donner les éléments à partir desquels on peut comprendre, parce que l'étude du terrorisme, qui est mon domaine, est un domaine scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des choses à savoir, il y a des choses à lire. Comme en sociologie, comme en médecine, comme en architecture, il y a des choses à lire. Quand on ne sait pas ça, on recueille de l'information, mais on ne sait pas nécessairement quoi en faire. Deuxièmement, lorsque l'on sait un petit peu quoi en faire, et en tout cas que l'on comprend la nature des phénomènes, encore faut-il que ça passe à l'échelon supérieur, c'est-à-dire au niveau politique. Et au niveau politique, on essaye de ne pas faire de vagues, de pas faire le jeu de l'extrême droite, bien entendu, le discours habituel. Le réel étant quelque chose qui est menaçant pour le discours dominant, c'est-à-dire les médias, des journaux comme le Libé, Le Monde, etc., sont des barrages, non pas tellement contre l'extrême droite, ce sont des barrages contre le réel, parce qu'ils considèrent que le réel est évidemment fort désagréable, et ce n'est pas notre faute qu'il le soit. Donc, il y a une capacité à faire un diagnostic factuel, mais pour faire l'analyse et pour étudier les tendances, il est nécessaire d'introduire
une combinaison entre du savoir scientifique, c'est-à-dire ce que ce manuel contient notamment, et la capacité de continuer à recueillir des données, ce qui est le propre des services de renseignement qui fonctionnent plus ou moins bien. Et qui fonctionnent de moins en moins bien à mesure que l'on a privé beaucoup de services des moyens d'infiltrer. Alors c'est pas facile parce que c'est des milieux très fermés et familiaux généralement, mais c'était possible dans les 20 ou 30 ans plus facilement. Et donc oui, il y a moyen de savoir jusqu'au point où l'on rentre dans le domaine dangereux de la prédiction et de la prévision, et ça suppose de disposer d'éléments suffisants pour pouvoir intervenir préventivement. Et il y a beaucoup d'attentats qui sont prévenus. Parce qu'il ne faut pas penser que les terroristes potentiels sont des superman. Les terroristes potentiels font erreur sur erreur en général. Parce que, bon, d'une part, ce n'est pas forcément des aigles, et d'autre part, parce que quand on travaille en situation de clandestinité, la moindre erreur que l'on fait est inestimable pour le service que l'on a en face. C'est-à-dire qu'à la limite, les services contre-terroristes peuvent se tromper 10 ou 15 fois et ils continuent à être payés et partir en vacances, tout va bien. Alors que les candidats terroristes, il suffit qu'ils fassent une seule erreur. Et ils ne partent plus en vacances. Et ils ne partent plus en vacances. Et avec un petit peu de suivi judiciaire, ils risquent de ne pas devoir utiliser de la crème à bronzer pendant un certain temps. Voilà, c'est ce qui fait que les compétences des terroristes futurs, ou de ceux qui vont utiliser les techniques terroristes, ce type de compétences est en permanent développement. C'est-à-dire qu'il y a une formation et progressivement, il y a des études qui sont faites maintenant, progressivement, c'est comme la criminalité. On n'a pas en prison les plus dangereux, on a en prison les plus bêtes. Ceux qui se sont fait... Ceux qui se sont fait attraper, oui. Ceux qui se sont fait attraper. Ceux qui ont le meilleur quotient intellectuel et les meilleures relations et qui ont la capacité à passer à travers les mailles du filet, on ne les rencontre pas, mais ça peut être des criminels. C'est la même chose pour le milieu du terrorisme. Le terrorisme est pratiqué par des gens souvent liés à des services de très haut niveau, mais le terrorisme bas de gamme, la nuisance communicationnelle, la nuisance, c'est quelque chose qui est très difficile à parer parce que c'est généralement des toutes petites structures, des toutes petites cellules familiales ou des individus qui disjonctent à un certain moment, mais avec une intention terroriste, hein, très claire, en transmettant un message. Et il est pratiquement impossible de surveiller l'ensemble du territoire, ça va de soi, et en plus d'infiltrer les viviers de ces noyaux actifs. Une dernière question, puisqu'on va avoir dépassé le temps qui nous était imparti, et c'est une dernière question qui revient sur un chapitre qui m'a particulièrement intéressé dans le livre. C'est un chapitre dans lequel vous interrogez l'efficacité du terrorisme, et ma question pour les téléspectateurs serait la suivante, c'est en France, le terrorisme a-t-il été efficace pour certains commanditaires, pour certaines causes? Est-ce que le terrorisme a porté ses fruits pour défendre une idée ou une idéologie? Pas nécessairement pour défendre une idéologie, mais enfin le terrorisme, en général, échoue. C'est dans la plupart des cas, le terrorisme. Alors, parfois ça fonctionne. Par exemple, la création de l'État d'Israël est liée à des campagnes terroristes menées par des gens qui vont devenir des dirigeants de l'État d'Israël après. Et qui après, bien sûr, vont faire des campagnes contre le terrorisme des Palestiniens, etc. Donc c'était des histoires compliquées. Pendant la guerre d'Algérie, le FLN va utiliser des techniques terroristes très très claires qui ne vont pas être déterminantes pour la victoire du FLN, mais vont contribuer à la démoralisation et vont contribuer au pourrissement de la situation. Donc le terrorisme, généralement, n'agit jamais seul. C'est-à-dire, on utilise le terrorisme parmi la propagande, parmi la relation internationale, quand c'est une cause de ce genre-là. L'ANC sud-africaine va utiliser le terrorisme, Nelson Mandela parmi d'autres, mais en même temps, des campagnes de presse, des campagnes de publicité, il y a toute une série
d'action dans un registre compliqué. Dans une certaine mesure, les attentats des années 1980 en France ont entraîné des modifications à la marge de la relation de la France avec l'Iran, qui était à ce moment-là en guerre avec l'Irak. Parce qu'il y avait Carlos à l'époque, enfin on comprenait assez bien comment ça fonctionnait. Donc il y a eu des modifications qui n'ont pas été des succès au sens strict, mais ça a eu un impact. Alors en général, à la différence donc de ces cas spectaculaires, Israël, que l'on cite dans tous les manuels, Israël, Algérie, etc., en général, ce n'est pas suivi d'un grand succès, mais ça entraîne un affaiblissement de la conscience de la population, c'est-à-dire que alors que le terrorisme n'est jamais aléatoire, les victimes sont choisies en fonction de leur capacité vectorielle, enfin l'identité vectorielle, ce que j'appelle, c'est pour ça qu'il faut lire le livre pour savoir ce que c'est la capacité à porter le message. Donc c'est pas aléatoire, on choisit, mais ça laisse l'impression que tout le monde peut être victime. C'est des gens apparemment pris au hasard, donc on se dit ça peut être moi. Et ceci entraîne une perte de confiance par rapport aux autorités des pays. Puisque ça contribue à l'affaiblissime des États. Des États. C'est-à-dire que c'est un élément qui contribue au délitement des États, dans la mesure où l'une des raisons fondamentales de l'existence de l'État, c'est de garantir la sécurité des personnes et des biens. Dès que l'État n'est plus capable de garantir la sécurité des personnes et des biens, sa légitimité, notamment à percevoir l'impôt, se pose. Et la possibilité que les gens reprennent ces fonctions régaliennes à leur compte. C'est ce que l'on voit d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie maintenant. Dès le moment où une partie de la population considère qu'elle n'est plus protégée, elle s'organise en groupe d'autodéfense. On a vu ça partout. Voilà. Là, on est un petit peu loin du terrorisme, mais quand même pas. Tout à fait, parce que le terrorisme est spectaculairement, parce que l'objectif est spectaculaire, l'objectif du terrorisme est de passer le message, et ce message peut être que l'État ne vous protège plus. Et on laissera nos téléspectateurs s'interroger sur l'État les protège-t-il en France, et ce sera notre conclusion. Mais il protège, heureusement, nous avons des autorités efficaces qui nous donnent des chiffres fiables et qui font que les gens ne se font par exemple pas poignarder dans les rues. Enfin, sinon, ce serait impensable. Sur cette touche d'ironie, je rappelle, c'est Étudier le terrorisme chez VA Éditions de Daniel Dory, sorti en février. Un livre indispensable pour comprendre le terrorisme et qui est fait de sorte qu'il y a des petits chapitres, ce qui permet de ne pas forcément le lire de manière linéaire, mais de se replonger dans chaque partie selon les événements qui peuvent s'être déroulés, les événements qui nous intéressent ou qui nous intéresseront malheureusement dans les mois à venir. Merci Daniel Dory. Merci Olivier. Et à très bientôt.